Merci, monsieur le député de Pontiac. Nous poursuivons. Je reconnais cette fois-ci madame la députée de Bonaventure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais profiter de mon temps de parole aujourd'hui pour revenir sur certaines de nos actions. D'abord, dès notre arrivée en 2018, on s'est engagé à faciliter l'accès aux soins de première ligne pour que les Québécois puissent obtenir des services sans rendez-vous en clinique les soirs et les fins de semaine. Pour qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge par un médecin de famille, pour qu'ils accèdent à des consultations auprès d'une équipe de soins dans un délai raisonnable, ce qui fait en sorte de réduire évidemment le temps d'attente moyen à l'urgence. L'objectif premier, celui qui alimente nos décisions, ça demeure que chaque Québécois ait accès aux soins et services nécessaires au bon moment et délivrés par le professionnel approprié. L'amélioration de l'accès aux soins, ça reste une priorité pour notre gouvernement et c'est pour ça qu'on veut augmenter la capacité de l'offre de services. Au moment où on se parle, il y a 1,5 million de personnes, dont plus de 200 000 personnes vulnérables qui n'ont pas de médecin de famille. Et depuis plusieurs années, il y a aussi de nombreux experts qui ont souligné des problèmes persistants dans le réseau. On parle de difficultés d'accès aux services, de pénurie de personnel, de vieillissement de la population, ce qui entraîne aussi une croissance des besoins complexes, incapacité des ressources humaines à répondre efficacement aux demandes, obsolescence des systèmes d'information et difficulté à accéder aux données. Il y a le mode actuel de rémunération des médecins qui a aussi été critiqué, notamment parce qu'il ne favorise ni la pertinence des actes ni la collaboration interprofessionnelle. Et je rappelle qu'il y a le vérificateur général du Québec qui avait recommandé de simplifier et de moderniser la rémunération médicale en la liant à des critères de performance pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins. Il y a aussi une étude qui a démontré dès 2018 que les multiples tentatives d'orienter la pratique des médecins par l'entremise d'incitatifs financiers n'ont pas donné de résultats significatifs. Donc, en réponse à ces constats-là, le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures concrètes au cours des dernières années et je vais vous en énumérer quelques-unes. Il y a le filtre de pertinence qui a été développé par Santé Québec et qui oriente les patients vers le service le plus approprié. Et ça réduit les délais et ça fait en sorte d'éviter les consultations inutiles. Par exemple, un patient qui souhaite se faire soigner pour une douleur bénigne sera dirigé vers un service d'autosoin en ligne ou encore vers une infirmière praticienne spécialisée plutôt que vers l'urgence. Alors, ça contribue à réduire la surcharge des hôpitaux. Il y a un règlement maintenant qui encadre les critères d'accès aux services de santé pour garantir l'équité et la rapidité. Ce règlement-là oblige tous les prestataires privés d'offrir leurs services selon des mécanismes d'accès transparents et standardisés. Donc, une personne en attente d'une chirurgie dans une région, par exemple, aura la possibilité d'être dirigée vers une autre région ou vers un centre privé sans frais supplémentaires. Si les délais sont trop longs, alors ça assure un accès équitable pour tous. On a aussi la plateforme Votre Santé Autosoin qui offre aux citoyens des outils pour gérer leur santé au quotidien, comme des conseils personnalisés pour des troubles courants, des programmes de suivi pour des maladies chroniques ou encore des informations qui sont faciles à comprendre. C'est une plateforme qui contribue, elle aussi, à désengorger le réseau en permettant à certains patients de gérer eux-mêmes leur santé sans consultation immédiate. On a la loi visant à réduire la charge administrative des médecins qui a permis de simplifier les formulaires et les rapports obligatoires ainsi que de numériser plusieurs processus. Par exemple, les médecins passent moins de temps sur la paperasse et peuvent alors augmenter soit le nombre de patients reçus ou encore leur consacrer plus d'écoute ou plus de temps pour leur traitement. Et d'ailleurs, il y a un article de Karine Deshôtels qui paraissait hier dans la presse qui met de l'avant une nouvelle publication dans la Gazette officielle qui permet d'alléger le travail des médecins et qui devrait permettre de libérer plus de 310 000 plages horaires pour atteindre près de 590 000 périodes pour des rendez-vous directs aux patients. Une autre mesure que vous connaissez, Monsieur le Président, c'est le guichet d'accès à la première ligne, ce qu'on appelle le GAP, qui est déployé à l'échelle provinciale, qui permet aux personnes sans médecin de famille d'obtenir rapidement une consultation pour un problème ponctuel et non urgent. Par exemple, un citoyen qui ne trouve pas de médecin peut, via ce guichet-là, obtenir un rendez-vous en quelques jours pour une situation qui n'est pas urgente, sans devoir attendre des semaines. Je me permets aussi de mentionner l'orchestrateur unique de rendez-vous,
qui uniformise également la prise de rendez-vous à travers différentes plateformes et différentes cliniques aussi. Alors, quel que soit le site web ou la clinique qui est consultée par un patient, il accède toujours à la même offre de créneaux disponibles. Alors, ça permet d'éviter la double réservation et ça évite tout simplement aussi la confusion. On a des opérations régulières d'épuration des listes d'attente qui sont menées pour retirer des dossiers inactifs ou les patients qui ne souhaitent plus ou ne peuvent plus être pris en charge. Alors, ça permet de mieux visualiser les vraies demandes prioritaires, d'orienter plus rapidement les patients qui ont besoin d'une intervention qui est plus urgente. On a notre plan de rattrapage en chirurgie dont je vous parlais. Il y a certaines chirurgies qui sont également délocalisées vers des centres spécialisés pour accélérer les interventions. Et là aussi, on a des résultats, Monsieur le Président. En fait, le nombre de personnes en attente depuis plus d'1 an est passé de 11 861 à 6 316 entre le 1er avril 2024 et le 1er avril 2025. C'est une baisse de 47 %. Et si on recule en 2022, c'est une baisse de 70 %. Et en ce qui concerne les gens qui sont en attente depuis 6 à 12 mois, la diminution, elle est de 12 %. Une autre de nos actions, c'est l'augmentation de 40 % du nombre d'admissions en médecine pour assurer une relève médicale locale suffisante et une meilleure couverture régionale. Par exemple, des formations sont intensifiées dans les universités au Québec avec des incitatifs pour pratiquer dans les régions rurales ou encore sous-desservies. Parce que la profession continue d'attirer un nombre important de gens qui veulent mettre l'épaule à la roue et améliorer nos soins de santé ici au Québec. Je reviens aussi sur la modernisation du Code des professions où on a élargi le champ d'exercice des professionnels. Ça permet désormais aux pharmaciens de prescrire certains médicaments et de renouveler des ordonnances sans que le patient doive systématiquement revoir le médecin. En santé mentale, des professions comme les infirmières cliniciennes et les psychologues disposent maintenant d'un mandat élargi pour poser des diagnostics, ce qui facilite l'accès aux soins spécialisés. Et ça, c'est une grande amélioration pour notre population. Sans oublier le projet de loi 83 qui favorise l'engagement des jeunes médecins dans le système public en les incitant à pratiquer dans les régions les plus démunies ou encore dans les établissements publics. Ça donne une meilleure répartition des ressources médicales et aussi, bien sûr, une plus grande équité régionale. Depuis 2023, on a des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, qui ont été déployées à travers la province. Ces IPS peuvent maintenant inscrire des patients orphelins en attente d'un médecin. Alors, ça allège la pression sur les médecins, en plus d'offrir un suivi médical régulier aux patients. Le programme de soutien aux groupes de médecine de famille, donc les GMF, a été repensé pour encourager la collaboration interprofessionnelle et la mutualisation des ressources, par exemple via la mise en commun de secrétariats, d'organisation d'équipes multidisciplinaires ou la coordination de plans de soins partagés, entre autres. La loi qui limite le recours aux agences privées et qui encadre les tarifs, les territoires et les conditions d'embauche de la main-d'œuvre externe pour qu'il y ait plus de stabilité dans les équipes de soins donne aussi de très bons résultats. On a réduit la dépendance aux agences qui viennent combler temporairement les manques de personnel. Alors, ça favorise la continuité des soins et ça améliore la qualité du service aux patients. Alors, les résultats sont clairs. Ça a permis une réduction significative de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante avec une économie d'environ 700 millions de dollars depuis l'annonce du sevrage progressif aux agences privées. Et le nombre d'heures travaillées par du personnel indépendant a diminué de plus de 50 %. Et en parallèle à tout ça, il y a environ 5 500 employés des agences qui ont été recrutés par le réseau public. On a donc ici des mesures qui illustrent concrètement tous les efforts de notre gouvernement, toutes les actions sur différents plans et souvent en simultané, toujours pour transformer le système de santé en le rendant plus accessible, coordonné, plus efficace et plus humain pour qu'il réponde aux besoins actuels et futurs des citoyens. Monsieur le Président, nos décisions sont prises avec une seule personne en tête, le patient. Il n'y a pas d'agenda caché. On agit pour les bonnes raisons parce qu'on croit sincèrement que c'est la chose à faire. Le plan de transformation de la santé au Québec fixe 5 objectifs structurants. Améliorer la santé et le bien-être de la population, améliorer l'expérience des soins et services pour les patients et leurs proches, améliorer l'équité et réduire les inégalités sociales liées à la santé,
améliorer le bien-être et l'expérience des travailleurs du réseau de la santé et assurer la viabilité du système de santé à long terme. Alors, l'intention du projet de loi dont on parle ici, c'est d'instaurer la responsabilité collective pour améliorer l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation. On prévoit l'affiliation automatique de toutes les personnes à un milieu de pratique, la gestion des modes de rémunération des professionnels et l'intégration d'indicateurs de performance pour lier une partie de la rémunération à l'atteinte d'objectifs d'accès et de qualité. On souligne aussi l'importance d'engager les citoyens comme acteurs de leur santé. On simplifie l'accès aux soins primaires et aux services de proximité et on favorise un parcours de soins plus fluide et une organisation plus humaine et plus performante, comme le reflètent les plans stratégiques 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux et celui de 2025-2028 de Santé Québec. En terminant, notre gouvernement a agi avec rigueur, responsabilité et transparence. On est conscient qu'il y a des défis qui demeurent, comme le vieillissement de la population, les transformations technologiques et les réalités de la main-d'œuvre. Mais à l'aide d'un plan clair, d'un ensemble d'actions posées au cours des dernières années, on veut offrir un système de santé québécois qui est accessible, efficace et centré sur les besoins du patient. C'est toujours ça qui nous guide, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame la députée de Bonavent.